Les boutiques Poche et Papillon vous présentent votre émission telle qu'elle. Mais j'arrêtais pas de dire qui êtes-vous, qu'est-ce que vous m'avez fait, pourquoi je suis là, et je pleurais. Tes proches ne vont cesser, par bienveillance, de tenter de te réactiver la mémoire en te racontant des anecdotes, en te montrant des photos, des vidéos, en te faisant rencontrer des gens à la recherche du déclic. Ce soir-là, je me suis dit, c'est soit je meurs vraiment, soit je vis vraiment. Entre confidence et écoute bienveillante, nos invités viennent telles qu'elles sont. Ici, on enlève ses chaussures et on ose se dévoiler. En toute intimité. Bienvenue chez Telle Quelle. Se réveiller à 25 ans et ne se souvenir ni de son nom, sa profession, sa vie passée, ne plus savoir qui on est. Lia Renard est notre invitée. Bonsoir Lia Renard, bienvenue chez Telle Quelle. Bonsoir Caroline, et merci de m'accueillir ce soir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors Lia, tu as 34 ans, tu as 2 enfants et tu te présentes comme étant une sublimatrice de vie. Je te reçois aujourd'hui pour parler d'une pathologie très peu connue qui est l'amnésie d'identité. Alors il s'agit en fait d'une maladie qui implique l'oubli de l'ensemble des souvenirs personnels, y compris le nom, la famille, sa profession. Voilà, donc c'est un oubli de son passé. J'ai compris que c'était très différent en fait des troubles de la mémoire comme l'Alzheimer, où les gens se rappellent de qui ils sont et ce qu'ils exercent comme métier ou ce qu'ils ont exercé, ce qui n'est pas donc ton cas. Et malgré les différentes recherches menées sur le sujet, il est vrai que le mystère persiste autour des mécanismes de cette pathologie. On va en parler avec toi justement. Mais avant tout, Lia, est-ce qu'on peut découvrir ton objet mystère? Oui. Alors, mon objet mystère, c'est un œuf de yoni. Et en fait, j'ai pris cet objet parce que c'est la symbolique de l'œuf. Et pour moi, l'œuf... Alors moi, comme je sais ce que c'est et comment on l'utilise, il faut que tu précises absolument à quoi tu veux faire référence. Oui. Alors l'œuf de yoni, en fait, pour la symbolique de l'objet mystère, c'est le tout, en fait. La réunification du yin et du yang pour la symbolique de ce soir. Mais c'est vrai que c'est un outil, un œuf qu'on insère en interne, voilà, pour les femmes, pour guérir aussi les blessures et tonifier le périnée. Absolument. Voilà. Donc pour toi, il est le symbole de la réunification. C'est ça, de la renaissance, de la réunification, en lien avec l'amnésie d'identité, du coup. Est-ce que tu peux juste déposer ton objet mystère ici? Ce joli œuf en cornaline, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, Lia, donc à l'époque, tu as 25 ans, tu es mariée, tu as 2 enfants, et tu t'appelais Yasmine. Tout à fait. J'aimerais que tu nous dises le 28 mai 2013, qu'est-ce qui se passe à ton réveil? Quand je me réveille, déjà je suis réveillée par un rayon de soleil. Et à un moment donné, je me rends compte que je suis couchée. Donc je soulève le drap sans vraiment savoir pourquoi. Je me rends compte que je suis habillée très légèrement, enfin ma petite chemise de nuit, un petit haut, un petit short. Et là, je commence à paniquer. Mais en fait, je ne sais pas trop pourquoi je panique. Et à un moment donné, j'entends des bruits derrière moi, donc des bruits de ronflement. Je me retourne, je vois un homme. Et là, je panique parce que je pense qu'on m'a kidnappée. Mais encore une fois, sans vraiment savoir pourquoi je pense ça, comment, c'est un petit peu flou dans ma tête. Donc, je ne sais pas en fait ce qui est en train de m'arriver. C'est vraiment le chaos dans ma tête. Tu penses qu'on t'a kidnappée, donc tu es effrayée en fait. Voilà, je suis complètement tétanisée. Cette personne que tu vois à côté de toi, tu ne sais pas qui est cette personne? Non, du tout. Et elle est dans ton lit? Exact. Que je ne vois pas comme mon lit. Enfin, je ne sais même pas où je suis. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe après? Cette personne se réveille? Voilà. Je me retourne, je le fixe un peu pour savoir mais qu'est-ce qui se passe. Je pleure. Et lui, il ouvre les yeux à ce moment-là et il rigole. Parce qu'en fait, il ne comprend pas non plus ce qui se passe. Et là, je lui demande, mais qui êtes-vous? Et lui, il pensait que je rigolais. Donc, du coup, il me dit, bon, arrête
arrête de rigoler, c'est bon, voilà. Et en fait, moi, mon réflexe, c'est que je sors du lit et que je vais dans un coin de la chambre et que je me recroqueville sur moi-même. Je lui demande qu'est-ce qu'il m'a fait, pourquoi je suis là. Et là, sur son visage, on sent quand même qu'il y a quelque chose, ok, il y a un truc qui ne va pas. Mais je pense qu'à ce moment-là, il ne savait toujours pas si c'était vrai ou pas ou ce qu'il fallait faire. C'est ça, c'était une blague. C'est ça. Parce qu'il faut préciser que cette personne, en fait, à l'époque, est ton mari. Exactement, exactement. Donc, et toi, tu étais... Enfin, qui êtes-vous, monsieur, quasiment? Voilà, c'est exactement ça. Qui êtes-vous, monsieur? Est-ce que tu parlais, est-ce que tu disais quelque chose? Oui, mais j'arrêtais pas de dire qui êtes-vous, qu'est-ce que vous m'avez fait, pourquoi je suis là. Et je pleurais. Je pleurais, je bégayais, je savais plus en fait qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Je voulais juste être en sécurité. À un moment, ton mari va t'emmener hors de la chambre et tu vas vivre une expérience qui va s'avérer très traumatisante. La rencontre avec toi-même. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors effectivement, à un moment donné, il me demande de le suivre parce que je ne veux pas qu'il m'approche et qu'il me touche. Donc je fais le tour du lit et je me retrouve face à une femme. Et en fait, cette femme, elle fait les mêmes gestes que moi. Donc je ne comprends pas, je m'avance, elle avance. Et à un moment donné, je me rends compte que c'est moi. Sauf qu'à ce moment-là, je suis encore plus tétanisée parce que je ne sais pas à quoi je devrais ressembler. Je sais que c'est moi parce que je vois qu'elle fait exactement la même chose que moi. Je me suis touchée. Donc, je découvre ce qu'est mon reflet. Et je me dis, mais qui est cette femme? Enfin, à quoi je devrais ressembler? Qui suis-je? Là, c'est vraiment... c'est la vision, je crois, la plus traumatisante de cette journée-là, en fait. Parce que je suis dans un corps que je ne reconnais même pas. C'est ça. Et tu venais de tomber nez à nez avec un miroir. C'est ça. Tout simplement. Exactement. Donc, ce qui veut dire... Lia, que tu ne savais même pas ce qu'était un miroir. Non. Non, non, non. À ce moment-là, non. Pour moi, c'était une autre personne. C'était carrément une autre personne. Donc, je découvre ce qu'est le miroir, ce qu'est le reflet. Là, ton mari est à côté de toi, à ce moment-là? Il est un petit peu en décalage. Il est déjà dans le couloir, mais il voit bien que je me suis arrêtée. Donc, il me regarde et je crois que là encore, dans ses yeux, on sent quand même que, ouais, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas. Et en fait, lui, son réflexe, c'est de se dire je vais l'emmener voir les enfants qui sont en train de dormir. Et donc, peut-être que forcément, ça va déclencher quelque chose. Parce que lui, il ne sait toujours pas ce qui se passe, il ne comprend pas. Exactement. Comment ont réagi les enfants ou comment as-tu réagi à la vue de tes enfants, deux enfants? Ils dormaient. Donc, eux, ils n'ont pas eu ce choc en direct, tout de suite. Mais par contre, moi, quand il m'a dit voilà, ce sont nos enfants, ça m'a fait vriller, en fait. J'ai crié, parce que là, pour moi, c'était beaucoup. Il y avait beaucoup d'informations, les enfants, mais ça veut dire quoi, en fait, ce sont mes enfants? Qu'est-ce que ça implique? Et en fait, à un moment donné, quand ils m'ont entendu crier, ils se réveillent, et ils viennent vers moi, et ils me demandent, mais maman, qu'est-ce qu'il y a? Et là, le mot maman, pareil, mais pourquoi tu m'appelles maman? Mais en fait, c'est quoi une maman? Il y a tout qui se mélange dans ma tête, et je me dis, mais non, mais je ne suis pas votre maman, c'est pas possible. Et tu me disais que ton mari t'a dit, mais du coup, Yasmine, ce sont nos enfants. Oui. Et tu me racontais que tu avais pensé, mais je ne vous connais même pas. C'est ça, c'est exactement ça. En fait, j'arrivais plus à parler à ce moment-là, je n'arrêtais pas de pleurer. Et c'est là que lui, il a vraiment compris que quelque chose n'allait pas. Et il m'a dit, c'est bon, j'appelle les pompiers. C'est pas possible, il y a un truc qui va pas. Donc, il a effectivement donc appelé les pompiers. C'est ça. On suppose que tu ne sais pas non plus ce que c'est que les pompiers à ce moment-là. Tu pars, voilà. Tu arrives, donc tu es prise en charge dans un hôpital. Qu'est-ce qu'on te dit? Alors, c'est une partie de l'histoire qui est un peu floue pour moi parce qu'il y a eu comme un blackout entre le moment où je suis dans la voiture de pompiers, où ce pompier me parle, l'un des pompiers me parle. Et quand j'arrive à l'hôpital, en fait, tout le monde s'enchaîne. Mais à la fin, on me dit, en fait, il n'y a pas de lésion. Donc, c'est un ictus amnésique transitoire. Donc, ça va passer. Vous allez voir, ça va rentrer dans l'ordre. Pour eux, c'était ça. C'était transitoire, ça n'allait pas durer dans le temps. Ils t'ont gardé? Ils m'ont gardé 3 jours, ouais. D'accord. Ouais. Donc, tu retournes chez toi? Oui. Et comment tu appréhendes, du coup, ce début de nouvelle vie? Puisque tu reviens chez toi, ça fait 3 jours que tu n'as aucune mémoire de ton passé. C'est ça. Rappelons que tu as 25 ans à l'époque. Comment ça se passe, le retour à la maison avec mari et enfant? Alors, j'avais en plus une tante qui était là en vacances.
donc qui est venu du coup aider mon mari. Le retour à la maison, alors il faut savoir que c'était le premier lieu où j'avais ouvert les yeux. Donc l'hôpital était très stressant pour moi. La chambre, c'était mon endroit de sécurité, mine de rien, alors que c'était le lieu du traumatisme. Ton repère. Voilà, donc je ne restais que dans la chambre à un certain moment. Mais tout était inconnu. Donc du coup, il y a des choses que je faisais machinalement parce qu'il y a la mémoire procédurale, mais je ne savais pas pourquoi je le faisais, comment je le faisais. Et puis il y a d'autres choses comme la télé. Je suis restée longtemps à l'appeler la grosse boîte noire, par exemple. Le téléphone, pareil, il a fallu qu'on me montre, bon ben voilà, tu peux appeler. Donc c'était un apprentissage, une réactivation de certaines choses automatiques, mais un réapprentissage de la vie au quotidien. Vraiment, on se dit que ça doit être complexe à 25 ans de réapprendre les objets, les activités du quotidien. Oui. Et tes enfants, à l'époque, avaient 3 ans. Voilà. Est-ce que après, finalement, ça ne vous rapproche pas un peu? Parce qu'on apprend tous ensemble. Exactement. En fait, les médecins avaient évalué mon âge mental à un moment donné à 3-4 ans. Donc, ce qui expliquait pourquoi avec eux, j'étais normale. C'était simple pour moi de parler avec eux parce que je me sentais à la même hauteur que les enfants, pas que les adultes. Les adultes, j'avais tout le temps l'impression d'être en décalage parce que ils savent beaucoup de choses et moi, je sais rien. Et j'ai appris avec mes enfants, du coup, en même temps qu'eux. Et eux-mêmes, ils me montraient. Donc, ils étaient même plus grands que moi parce qu'ils ont eu... je me souviens de l'un de mes fils qui m'a dit « Mais c'est comme ça qu'on fait des lacets. » Tu vois? Okay. Mais encore une fois, la psychomotricienne, à un moment donné, m'a dit « Mais c'est pas que vous ne savez pas. » Parce qu'il y avait des choses que je savais sans savoir. Okay. C'est qu'en fait, la mémoire a besoin d'être réactivée. Et une fois qu'on m'apprenait et qu'on me remontrait, ça revenait progressivement. Il y a des mots où c'était plus compliqué. Comme télé, j'ai eu du mal avec... Je ne sais pas pourquoi. J'ai eu du mal la boîte noire. Voilà, c'était plus sympa en fait. Voilà, et puis tout le monde comprend de toute façon. Exactement. Ça. Mais c'était, ouais, mes enfants étaient beaucoup plus proches que moi. Alors, Lia, tu travaillais à l'époque? Oui. Tu étais agent des finances publiques? Exactement. Comment ça se passe? C'est-à-dire qu'il faut retourner au travail du coup, tu contactes ton employeur. Est-ce que tu essaies quand même de reprendre le travail, sachant que si tu ne maîtrises pas la télé, les finances publiques, un peu compliqué certainement, ou est-ce que quand même il y a un essai de réintégration au travail? Alors, pas tout de suite, ça s'est fait des mois après. On a quand même essayé, je crois que c'était en novembre de la même année, okay. À ma demande, parce que j'avais envie de retrouver une vie normale. C'était l'un de mes objectifs. Et en fait, c'était trop difficile. C'est-à-dire que non seulement je ne maîtrisais plus ce que je maîtrisais avant, mais en plus, comme on avait tenu informer la hiérarchie, donc il y avait certaines personnes qui étaient au courant. Et puis, en fait, ça a très vite fait le tour du service. Comment les gens ont réagi, tes anciens collègues? C'était un peu le phénomène bête de foire, même si c'était pour la plupart rempli de bienveillance. Mais en fait, l'amnésie, souvent, elle est perçue dans les films. Donc, tout le monde venait me voir, mais tu me reconnais pas? Tu me reconnais pas? Oui, mais moi, mais je... Et en fait, les gens ne se rendent pas compte, mais pour la personne amnésique, c'est très oppressant. C'est-à-dire que vous avez plein de personnes qui vous connaissent, mais que vous ne reconnaissez pas. Donc, pour moi, ça a été à la fois voir que je n'arrivais plus à maîtriser ce que j'étais censée pouvoir faire et la rencontre avec les autres, c'était trop difficile. Donc, j'ai fait une grosse crise au travail. D'accord. De panique, angoisse? De panique, même dans le corps, je suis restée littéralement bloquée. On a dû appeler les pompiers. Et en fait, le médecin a dit que c'était un trop gros choc. Il y avait trop d'informations qui arrivaient d'un coup. Donc, du coup, je suppose que là, tu décides d'arrêter, du coup. En fait, c'est eux-mêmes qui m'ont mise en inaptitude, en fait. Tu as été en inaptitude. Voilà. Ok, très bien. Et pendant des mois, vous allez chercher des pistes de réponse en consultant des médecins, des spécialistes, des experts, enfin, essayer de comprendre ce qui se passe. Un vrai parcours du combattant, je suppose. Et tu disais même que tu avais eu, à un moment, par fatigue, une phase de rejet de la médecine. Ouais. Parce qu'en plus, il y avait effectivement ce côté un peu bête de foire, ou sinon cobaye. Et c'est une période qui a été très compliquée pour toi. À quel moment on pose le diagnostic d'amnésie d'identité et qui le pose? Alors, le vrai diagnostic, c'est en 2018. Donc, 5 ans après. Et c'est moi, en fait, qui le trouve en feuilletant un magazine, enfin, en découvrant un magazine, L'homme qui a perdu son identité, c'était dans Cerveau et Psycho. Et je le lis 2 mois après, comme si j'avais peur de me retrouver face à la vérité. Et quand on décrit les symptômes, là, pour la première fois,
en fait, je me rends compte qu'il y a quelqu'un qui a vécu exactement la même chose que moi. Et c'était une libération, en fait. C'était vraiment une libération. Donc, j'ai été voir un médecin, mon médecin traitant, et il m'a dit, non, mais oui, c'est bien ça. C'est de ça que tu souffres, et voilà. Tes proches ne vont cesser, par bienveillance, de tenter de te réactiver la mémoire en te racontant des anecdotes, en te montrant des photos, des vidéos, en te faisant rencontrer des gens à la recherche du déclic. Exact. Alors, en échangeant avec toi, j'ai compris en fait que ça a été une phase très douloureuse pour toi. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Parce qu'en fait, et ça c'est quelque chose qui est très angoissant, les gens ne se rendent pas compte qu'on est complètement en décalage. C'est-à-dire qu'on nous force à apprendre le rôle de notre vie. Donc c'est vrai que c'est rempli de bienveillance parce que, mine de rien, l'amnésie, c'est comme une mort, mais avec la personne physique en face. Donc eux, ils ont ça à gérer. Et donc, inconsciemment, ils me mettent la pression parce qu'il faut que tu te souviennes, il faut que tu reviennes, il faut qu'elle revienne, en fait, notre fille, notre femme, notre cousine, notre amie. Alors, mes enfants, ce sont les seuls qui m'ont jamais mis la pression. Pas du tout, à aucun moment. Mais d'ailleurs, ils criaient après les autres. Okay. Mais en fait, toutes les personnes autour de moi étaient... oui, c'était leur but. Et pour moi, c'était difficile parce que ça me faisait me sentir en échec, puisque je n'arrivais pas à recouvrer ces souvenirs. Et du coup, c'était souffrant. C'est, oui, mais avant, tu faisais ci. Oui, mais avant, tu faisais ça. Oui, mais aujourd'hui, en fait... Tu aimais ça, tu mangeais ça. Comment tu n'aimes pas ça? C'était son repas préféré. Voilà. Ou à un certain moment, il y avait des choses naturelles qui revenaient. Et là, oh, ça y est. Et en fait, là, je me dis, OK, d'accord, bon ben, OK, qu'est-ce que je fais? Mais je ne peux pas expliquer comment c'est revenu. Donc, du coup, ça crée encore un décalage. Et il y avait cette frustration et cette souffrance de mes proches et la mienne. Et en fait, quand on a deux personnes qui souffrent, alors, deux groupes de personnes qui souffrent, mais pas avec le même objectif, parce que moi, je voulais juste me sentir normale et entière, parce que je me sentais comme une handicapée du cerveau. Et je ne pouvais pas répondre à leurs attentes, en fait. Donc, c'est une pression constante, mais qu'ils ne peuvent pas percevoir parce qu'ils ne sont pas dans ma vie, ils ne sont pas dans ma tête, donc ils ne savent pas comment c'est difficile. Pour eux, c'est normal de stimuler la mémoire et de chercher. C'est bienveillant. Voilà. Ils se disent, mais c'est le seul moyen pour qu'elle puisse guérir en réalité. Et le 28 mai 2014, tu vas prendre une décision qui va radicalement changer ta vie et bouleverser ton entourage. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, le 28 mai 2014, et c'est pas fait exprès, donc un an jour pour jour, il y a eu plusieurs événements qui m'ont fait plonger, mais vraiment. Et ce soir-là, je me suis dit, c'est soit je meurs vraiment, ou soit je vis vraiment. Mais c'était plus dans la phase mourir. Et là, j'ai décidé de changer de prénom d'une façon extraordinaire. Et j'ai décidé de me rebaptiser Lia. Alors, pourquoi Lia? Je ne sais pas. En réalité, je ne sais pas si c'était un rêve ou une hallucination, j'en sais rien, ou un rêve éveillé. Mais il y a une petite fille qui est venue, j'étais en larmes sur le sol, dans un chalet à la montagne. J'étais toute seule pour la première fois. Et cette petite fille m'a dit « Lève-toi, Lia, et vis ». Et moi, je me suis dit « Mais de qui elle parle ?» Et je lui dis « Mais je ne m'appelle pas Lia ». Elle me dit « Si, tu t'appelles Lia ». Et en fait, ce moment, il est très fort pour moi parce que pour la première fois, quelqu'un m'appelait et je me reconnaissais. C'est-à-dire, on m'appelait Yasmine, comme là, je dis Yasmine, mais il n'y a aucune empreinte émotionnelle. Et quand elle m'a appelée Lia, mon cœur a littéralement vibré. Alors que tu vas m'appeler, ça m'est arrivé encore dernièrement à la fête patronale du François, il y a un jeune homme qui m'appelait depuis un moment visiblement Yasmine, Yasmine, je ne me retourne pas en fait. Et Lia, là, c'était presque naturel. Et je me suis dit, OK, donc c'est mon prénom, dorénavant, je vais m'appeler Lia. Comment réagit ton entourage? Ton mari à l'époque, tes enfants, ta famille? Alors à ce moment-là, mon âge mental était évalué à 14 ans environ. Donc j'ai réagi comme une enfant de 14 ans et j'ai créé un groupe WhatsApp. Ah, par WhatsApp. Oui, 14 ans. J'ai mis tout le monde. Et en fait, j'ai écrit un long pavé en leur disant et en employant aujourd'hui des mots que je n'aurais pas employés. Mais je n'avais pas cette intelligence émotionnelle. Yasmine est décédée. J'ai essayé pendant un an d'être la personne que vous avez perdue. Mais en fait, cette personne, elle est morte l'année dernière. Et si vous m'aimez, donc limite un chantage affectif, si vous m'aimez, je vous demande de m'appeler aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, Lia.
parce que je n'en peux plus et que je ne veux plus recouvrer la mémoire. Donc, deuxième choc, je veux qu'on arrête de stimuler ma mémoire et je décide d'apprendre à connaître la personne que je suis aujourd'hui. Donc, inutile de te dire que ça a été un cataclysme, surtout pour mes parents et ma sœur. Je crois que c'est eux qui ont été les plus atteints. Depuis que tu as récupéré ta vie, comment ça se passe? Waouh! Alors, bien sûr, il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est une joie de découvrir la vie, même si parfois c'est difficile, parce que aujourd'hui, ça va mieux, mais pendant longtemps, j'ai essayé de cacher ma souffrance. Et ce n'est que l'année dernière que je m'en suis rendu compte. C'est-à-dire que j'étais tellement animée par le fait d'être normale, d'être reconnue comme une personne à part entière, que je cachais en fait ces moments où on parlait de choses et puis je ne maîtrisais pas. J'ai vécu beaucoup de premières fois. Enfin, c'était vraiment, j'ai eu ma crise d'adolescence aussi. Donc, j'ai découvert ce qu'était l'alcool. Je savais pas qu'il fallait pas trop boire. Enfin, c'était un peu... Tu as eu ta première cuite, du voilà, coup... en version accélérée. J'ai tout vécu, mais en version accélérée. Et les gens en face, ils se rendaient pas compte. Et moi, je prenais sur moi parce que je me disais, tout le monde n'arrêtait pas de me dire, mais t'es forte, mais t'es forte, mais t'es forte. Oui. Et en fait, ça m'a desservi un moment parce que du coup, j'étais devenue la fille amnésique qui a changé de prénom, qui est résiliente et qui est forte. Donc, il ne faut pas que je montre ma vulnérabilité. Et c'était difficile. Tu as choisi de raconter, de partager ton histoire dans un livre que tu as écrit. Oui. Et qui sort très prochainement. Oui. Est-ce que c'est une forme de thérapie pour toi? Ah, mais carrément. Parce qu'en réalité, depuis la première année, j'ai commencé à écrire. Donc, du coup, je me suis rendu compte à quel point l'écriture m'a aidée à justement faire des liens, à comprendre ce qui m'arrivait. Et l'écriture de ce livre, c'est justement ce qui m'a aidée à comprendre toutes les fois où j'ai minimisé ma souffrance et aussi la souffrance de mes proches. Parce que c'est en écrivant le livre que j'ai découvert le terme de deuil blanc, par exemple. Donc, quand on a quelqu'un en face de soi, mais que la personne n'est plus là, comme dans la maladie d'Alzheimer, par exemple. Et c'est là que j'ai compris pourquoi c'était aussi conflictuel avec eux. Parce qu'on n'arrivait pas à communiquer, parce qu'on n'était pas sur un même pied d'égalité. Et du coup, il y avait encore plus d'empathie. Parce que j'essayais de rassurer les autres, et moi, je me sentais incomprise. Donc, il y avait ce décalage qui créait de la colère, parce que je me dis, mais moi, je fais tout pour les rassurer, et ils ne sont toujours pas satisfaits. Mais en réalité, je n'avais pas conscience que pour eux, c'était horrible. C'est ça. Cette notion de deuil blanc pour tes proches, je pense qu'elle a toute son importance. Exactement. Et aujourd'hui, je les remercie parce que ceux qui sont restés, c'est qu'ils ont choisi de rester. Complètement. Tout comme moi, je suis restée parce que j'ai choisi de rester. J'aurais très bien pu claquer la porte et puis partir. Exact. Lia, merci beaucoup pour ce témoignage. Ça file, on arrive déjà au terme de l'émission. Mais tu ne vas pas échapper. La petite boîte à questions que je récupère. Alors, c'est un petit concept très simple. Tu pioches une question à l'aveugle, tu ne regardes pas. Ok. Alors, on a laissé les questions habituelles. On verra du coup ce sur quoi tu tournes puisque la situation est un peu particulière. Mais bon, on verra. Ok. Tu pioches ta question, tu prends ton temps. Oui, c'est bon. Ouais. Parfait. Tu la regardes, tu la lis et ensuite tu la partages avec nous, s'il te plaît. Oh. La dernière fois que j'ai pleuré. La dernière fois que j'ai pleuré, c'était juste avant de venir. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, rien ne se passait comme prévu et j'avais beaucoup d'émotions parce que c'est super... Voilà, je ne veux pas pleurer. C'est très stressant parce que pour la première fois, je transmets mon histoire, mais devant les gens... Chez toi? Voilà. Chez toi, voilà, en Martinique. En Martinique. Et c'est pas évident. Ouais, ça demande beaucoup de courage. Oui. Ouais. Et ça va t'obliger à l'assumer. Exactement. Devant tout le monde, dans les yeux de tout le monde. Et, exactement. Et je trouve que c'est une très belle démarche. Et je pense que c'est ce qu'il te faut, justement, surtout avec ce livre également, qui est prévu pour quand, du coup, ça a sorti? Normalement, le 14 février 2023. C'est vrai? Oui. Alors, cette date, elle est particulière? Très. Il y a beaucoup de symbolique autour de cette date. Ok. Mais pour moi, mon histoire aujourd'hui, l'amnésie, c'est une belle histoire d'amour. Parce que j'ai appris à m'aimer et j'ai appris à aimer aussi. Donc, c'est pas... Et j'ai pas choisi la date. Hein. Elle m'a été
proposé. Ok, et tu t'es dit, ok, il y a un signe, Oui. donc tu l'as gardé. Merci beaucoup. On va juste rappeler, donc je t'ai présentée comme étant sublimatrice de vie. Oui. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots ce que c'est, ce que tu fais? Et si j'ai compris qu'à ton tour, tu accompagnes des personnes. C'est ça. J'ai eu à cœur d'accompagner les personnes. C'est pour ça que je me suis formée à différentes techniques. Et en fait, le terme sublimatrice, c'est parce que pour moi, personne ne change. Même quand on n'a plus ses souvenirs, on se sublime parce qu'on se sert de notre histoire justement pour devenir chaque jour la meilleure version de nous-mêmes. Et donc, j'accompagne des personnes qui ont vécu des événements peut-être traumatiques dans leur vie à créer des relations d'amour avec elles-mêmes et avec leur vie en sublimant leur histoire, en sublimant leurs différences et en sublimant qui elles sont tout simplement. Merci beaucoup pour ce partage. Merci à toi, Ne Caroline. bouge pas, on va savourer ce beau petit cocktail. Et puis merci de partager cette histoire. Merci pour ce livre qui va sortir. Merci, Lia. Merci à toi, Caroline. Sabi girl no dey too like talk. Animals dey in human form. Body man nobody like work, but you must hustle if you want job. E no finish dem wan fight us. If dem dey run dem no fit catch up. I know dey form say I too righteous. No con dey form say you too like us. Me no get the time for the hate and the bad energy. Got my mind on my money. Make you dance like broccoli. Steady green like broccoli. Steady on my grind, oh yeah, what they want telling me could deny my fantasy. They want to check if my tap ain't no wrong. But it dey rush well, it be much. Now gotta make my tap in the rush. The kind money we touch. Les boutiques Poche et Papillon vous ont présenté votre émission telle quelle.